Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio, la planète demain, l'émission qui donne la parole aux acteurs de l'écologie positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir simultanément deux acteurs essentiels de ce thème. J'ai nommé Franck Nikolaev, président fondateur du cabinet de conseil et coaching Une raison d'être, qui accompagne les entreprises souhaitant adopter la qualité de société à mission. La qualité de société à mission. Et Alexandre André, fondateur de l'agence de communication et de relations presse Message Clé, spécialisée dans les problématiques liées à l'innovation technologique, environnementale et solidaire. Bonjour à tous les deux et ravi de vous accueillir sur Sud Radio. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Alors Franck, pour que nos auditeurs comprennent bien ce dont nous allons parler, pouvez-vous dans un premier temps nous expliquer ce qu'est une société à mission ? Alors, la qualité de société à mission, elle a été introduite par une loi en 2019, il y a un peu plus de 5 ans, la loi Pacte. Et elle va permettre aux entreprises qui se reconnaissent déjà à une utilité sociale, à la création ou en cours d'activité, de l'affirmer d'une manière encore plus forte vis-à-vis de leurs parties prenantes, de leur territoire et de la société, en adoptant cette reconnaissance égale. Alors justement, la raison d'être donc qui est votre société et les sociétés à mission sont-ils des outils de communication ou plutôt des leviers d'innovation sociale et environnementale ? Alors de mon côté, je le vois plus comme un levier d'innovation, bien évidemment, mais je pense qu'on peut, à partir du moment où c'est bien fait, à partir du moment où la raison d'être est réellement définie avec l'ensemble des collaborateurs, avec des parties prenantes, à partir de là, on va pouvoir utiliser cette raison d'être comme aussi un outil de communication pour rassembler autour de son écosystème et faire valoir qu'on amène quelque chose en plus. Alors, quelles sont les conditions pour qu'une entreprise adopte la qualité de société à mission ? Alors, au départ, sur le papier, c'est assez simple. Il faut définir une raison d'être et définir un ou plusieurs engagements qui s'appellent des objectifs sociaux et environnementaux. Alors, ok, mais qui contrôle que l'entreprise remplit bien ces conditions dans ces cas-là ? Alors, on est dans un cas un peu particulier puisque la loi offre énormément de liberté au démarrage. L'entreprise dit librement qui elle est au travers de sa raison d'être et là où elle veut aller à travers ses objectifs. Et il n'y aura en fait qu'un contrôle formel de la part du greffier du tribunal de commerce, puisque ces deux éléments vont être introduits dans les statuts. Alors, vous parliez de la loi Pacte. En quoi cette qualité issue de cette loi Pacte peut avoir un impact du point de vue social ? Alors, le but, c'est de partir d'un existant, qui est l'utilité sociale, et d'aller vers quelque chose qui va renforcer encore ce que fait l'entreprise, que ce soit dans le domaine social, sociétal ou environnemental. Donc aujourd'hui, on a un peu plus de 1800 sociétés à mission et on voit que ça se partage dans tous les secteurs d'activité et chacune a un impact principal et elle va le renforcer au fur et à mesure de son existence avec toute la procédure qui existe autour. Mais un seul type d'impact est-il suffisant pour être une société à mission ? Oui, par exemple, si je prends un exemple d'une entreprise qui va avoir une activité d'innovation dans le domaine environnemental, on voit que généralement, elle va également essayer d'être le plus vertueuse possible sur le plan social et sociétal. Sinon, ça se créerait un décalage. Bon, Alexandre, vous êtes un homme de communication avec une entreprise qui porte un nom étonnant, Message Clé, c'est ça ? Oui. Message Clé. Quel est selon vous l'intérêt de la raison d'être du point de vue de la communication de l'entreprise ? Oui, l'intérêt, il est très important. En fait, la raison d'être, ça apporte de la transparence et de la cohérence au message de l'entreprise. Je vais me permettre un petit pas de côté, vous savez, parce que donc, vous faisiez référence à mon activité de communication. En fait, quand on est communicant et qu'on est appelé auprès d'une entreprise pour travailler sur sa stratégie de communication, en général, la première chose que l'on fait,
c'est qu'on essaie d'aller parler à un maximum de gens dans l'entreprise, donc du dirigeant jusqu'aux équipes, pour essayer de bien cerner finalement qu'est-ce que c'est que cette entreprise fondamentalement, c'est-à-dire quelles sont ses valeurs, de manière à pouvoir ensuite derrière bâtir un discours qui soit différenciant, intéressant, etc. Et donc de bâtir ce socle identitaire. Or, ce que l'on a avec la raison d'être, c'est ni plus ni moins que ça, finalement, c'est ce socle identitaire qui va exposer quels sont les engagements de l'entreprise sur un certain nombre de sujets, effectivement, sociaux, sociétaux, environnementaux, économiques. Et donc en ça, évidemment, ça va donner une vraie cohérence au message de l'entreprise et puis démontrer aussi une vraie transparence. Alors pour aller plus loin, quel est donc l'impact de cette cohérence stratégique ? Alors, en général, ce qu'on dit en communication, c'est quand on a la cohérence et la transparence, en général, on arrive à générer de la confiance auprès des différents publics. Juste, je reviens un tout petit peu en arrière sur la raison d'être, parce que je pense qu'il est peut-être important de rappeler, c'est l'importance de ce que ça représente. C'est-à-dire qu'on a tendance à galvauder un petit peu cette expression raison d'être parce qu'on l'emploie beaucoup, etc. En fait, c'est très impliquant parce que l'entreprise, à travers sa raison d'être, en fait, ce qu'elle dit, c'est que sa raison d'exister passe par le respect d'un certain nombre de valeurs et d'engagements. Donc ça, c'est vraiment de nature, justement, à projeter mais une vraie authenticité, une vraie honnêteté qui crée de la confiance auprès des publics. Donc les clients, les partenaires, les investisseurs, et puis même l'interne. Alors, lorsqu'une entreprise devient société à mission, justement, en quoi la dimension communicationnelle se trouve-t-elle renforcée par rapport à la seule adaptation d'une raison d'être ? Alors, c'est deux choses différentes, c'est-à-dire que la raison d'être, on est sur d'une déclaration d'intention, en fait, de se conformer à des valeurs. Lorsqu'on est société à mission, on a l'obligation de communiquer de manière régulière, de manière authentique, précise, au moins une fois par an, sur les progrès de la mission. Alors Franck, de votre côté, comment accompagnez-vous concrètement les entreprises dans la définition et la mise en œuvre de leur raison d'être ? Alors, s'agissant de la définition, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pour être bien faite, la raison d'être, on doit l'envisager comme une véritable introspection au sein de l'entreprise. Donc, on va travailler à la fois avec des parties prenantes en interne et aussi certaines parties prenantes en externe. Alors, les parties prenantes, quelles sont ces parties prenantes concrètement ? Alors, en interne, bien évidemment, on va interroger à la fois les organes sociaux, c'est-à-dire la direction et les associés, mais également, et là c'est fondamental, c'est les collaborateurs. Et on peut voir souvent quand les raisons d'être ne sont pas si bien faites, c'est peut-être que ça a péché à ce niveau-là. Ça veut dire que toutes les parties prenantes de l'entreprise, parmi les parties prenantes de l'entreprise, on implique un certain nombre de personnes, un certain nombre de parties prenantes dans le processus, mais les parties prenantes les plus concernées sont lesquelles ? C'est les collaborateurs. Les collaborateurs. Oui, tout à fait. Quels impacts observez-vous sur leur fonctionnement en interne ? Alors, le processus lui-même est engageant. Comme le disait Alexandre juste à présent, c'est en soi déjà le fait d'interroger les collaborateurs sur ce qu'est leur entreprise et qu'est-ce qu'elle apporte au bien commun. Ça crée déjà une sorte d'émulation et une forme de reconnaissance au sein de l'entreprise. Et y a-t-il des impacts particuliers en externe ? Alors, en externe, ça va permettre de sélectionner des personnes, que ce soit des partenaires, fournisseurs, prestataires, organisations professionnelles, collectivités locales, s'il y a un attachement au territoire, par exemple, pour signifier aussi qu'on est dans cette démarche et les interroger sur la manière dont ils voient les relations avec cette entreprise. Donc, on va pouvoir récolter à la fois des éléments convergents par rapport à ce qu'on aura vu en interne, mais parfois aussi des éléments divergents qui vont nourrir la réflexion un peu plus. Alexandre, du point de vue de la communication, une raison d'être peut-elle parfois être perçue comme un simple argument marketing ? Ah oui, c'est même un risque majeur, et c'est malheureusement quelque chose qu'on observe encore trop souvent quand on regarde la raison d'être de certaines entreprises. On voit que ce sont des termes vaporeux, un peu vagues, c'est assez disjoint de l'activité réelle de l'entreprise. Et donc là, oui, effectivement, il y a une désagréable impression de camouflage marketing, effectivement, enfin de marketing camouflé,
qui est effectivement assez désastreux en termes d'image pour l'entreprise. Et Franck, les sociétés à mission doivent répondre à des objectifs sociaux et environnementaux, bien sûr. Pouvez-vous nous partager un exemple concret d'entreprise qui a transformé son modèle pour répondre à ces enjeux ? Alors, je vous citerai volontiers le cas d'une entreprise qui est emblématique dans le milieu des sociétés à mission, c'est la Camif. Donc, c'est une vieille dame de plus de 70 ans qui a été mise en liquidation à un certain moment et qui est devenue société à mission en 2020. Et avant même ça, elle était déjà dans ce type d'action, puisque ça a été la première entreprise française à boycotter totalement le Black Friday en fermant le site. Alexandre, quels sont selon vous les défis spécifiques que rencontrent les entreprises lorsqu'elles communiquent sur leur impact environnemental et social ? Alors moi je pense que le principal défi, c'est d'être parfaitement transparente, honnête, sincère, et donc d'avoir une communication qui soit totalement transparente, y compris parfois quand on n'arrive pas nécessairement à tenir tous les objectifs qu'on s'est fixés. Donc transparent sur toute la ligne. C'est pas facile. Et comment ces entreprises peuvent-elles garantir la crédibilité justement de leur message et se prémunir contre des accusations de greenwashing notamment ou de social washing ? De greenwashing. Alors l'essentiel, c'est vraiment, enfin la recommandation générale, c'est vraiment de se fonder sur des données précises, des chiffres. Il y a un certain nombre d'outils aussi qui sont très intéressants. Alors par exemple, se doter d'une charte RSE. Ça c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé parce que c'est un document qui regroupe tous les engagements de l'entreprise de manière extrêmement précise, chiffrée, avec des points d'étape, etc. Donc ça, c'est de nature à garantir la crédibilité du message. Et puis enfin, on peut aussi aller chercher des certifications d'organismes externes comme B Corp, par exemple, pour éviter ces accusations effectivement de greenwashing, de social washing. Alors comment une entreprise devrait-elle communiquer finalement ? Alors, aujourd'hui, on a la chance d'avoir énormément de possibilités en termes de communication dans tous les domaines, mais notamment sur ces sujets. Et donc, on peut avoir des actions de sensibilisation du public, on peut donner la parole aux collaborateurs, c'est important, effectivement, dans ce genre de programme, à travers des interviews que l'on peut ensuite diffuser sur tous les médias propriétaires de l'entreprise, donc le site web, les réseaux sociaux, des podcasts. Les dirigeants peuvent également rédiger des tribunes libres qu'on peut faire passer dans les médias. Voilà. Et puis, je dirais aussi que en travaillant sur ces sujets, les collaborateurs, ils montent en expertise et donc ils peuvent devenir des interlocuteurs recherchés pour les médias, dans le cadre d'événements également du secteur, etc. Donc c'est vraiment sur ces sujets de belles occasions pour l'entreprise de faire parler d'elle et de ses valeurs. Alors nous allons céder la place à une courte pause avant de retrouver Thibaut, le French Trotter de l'émission, pour un nouveau reportage en immersion. À tout de suite sur Sud Radio. Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien. De retour sur Sud Radio, bien sûr, avec Thibaut, notre French Trotter, aujourd'hui, qui avait visité le salon de la plongée qui s'est tenu à Paris au début de l'année. Bonjour Thibaut. Bonjour Christophe, et oui, et là-bas j'ai découvert une communauté, celle des plongeurs sous-marins, qui est particulièrement attentive à la protection de la planète. En effet, j'ai fait connaissance avec deux plongeuses, deux femmes de talent, Delphine et Pascal, qui ont fondé l'entreprise Captain Neo, qui transforme des combinaisons de plongée usagées en objets pratiques du quotidien. Et en 7 ans, c'est plus de 10 tonnes de combinaisons néoprène qui ont été ainsi récupérées. Et on va écouter tout de suite Delphine qui va nous raconter comment tout ça a commencé. Alors nous, on est deux plongeuses à la base. On s'est connus dans un club de plongée à Bagnoul-sur-Mer. Pascal tenait ce club de plongée en fait, et moi j'étais sa cliente. Et donc je suis arrivée avec une petite pochette en néoprène que j'avais fabriquée comme ça, vite fait quoi. Et elle l'a vue, elle m'a demandé où est-ce que je l'avais acheté, et je lui ai dit non, c'est moi qui l'ai fait. Et tout est parti de là parce que Pascal, elle jetait du néoprène. Donc elle s'est dit avec Delphine, peut-être en jeter moins si elle peut les transformer. Voilà, il fallait que vous vous rencontriez. Pour leur donner une seconde vie à toutes ces combinaisons usagées. Je passe le micro à Pascal. Comment est née l'entreprise ? Alors il a fallu qu'on crée cette entreprise de A jusqu'à Z. Alors on a commencé par la récupération du néoprène en créant une communauté qui s'appelle la communauté des néopotes.
Et on a pu avoir des appels de plongeurs, de centres de plongée, de particuliers qui nous ont donné leur combinaison. Et lorsqu'elles sont arrivées par covoiturage ou co-camionnage jusqu'à notre base qui est Bagnols-sur-Mer, c'est Delphine qui les récupère et qui les transforme en accessoires de mode, maroquinerie, avec les belles qualités du néoprène. Alors, est-ce qu'on peut décrire un petit peu tous les produits que vous fabriquez? Là, je vois des sacs, je vois plein de choses. Alors j'essaye de varier, de faire tout ce qui est utile, parce que le néoprène c'est un matériau qui n'est pas comme tous les autres sacs en fait. Il a des propriétés, il est léger, il est résistant, mais c'est surtout un isolant. Donc tout ce qu'on va mettre à l'intérieur avec une batterie va être protégé des variations de température. Donc ça, pour moi, je trouve que c'est fabriquer quelque chose d'utile qui protège. Donc pour moi, c'est top. Donc j'essaye de faire une gamme un peu pour tout le monde. Il y a des couleurs maintenant dans les combis, donc ça, c'est chouette. Et ça va du petit porte-monnaie au porte-carte, au petit pochon, au grand sac après de sport, aux sacoches pour hommes, parce que j'oublie pas les hommes quand même, hein. Je fais pas que du sac à main. Il y a les trousses de toilette, il y a les housses pour ordinateur qui protègent, donc là je fais dans du 7-8 mm pour que ça soit bien protégé. C'est une matière qui est difficile à travailler? Oui, c'est ce que je préfère. C'est un challenge pour moi tout le temps, donc je crée vraiment au feeling. Je me tourne à nouveau vers Pascal. Est-ce que cette démarche d'upcycling était importante pour vous? Ah oui, c'était un rôle important déjà de fédérer toute une communauté autour de nous pour que ces combinaisons n'aillent plus en déchetterie où elles sont généralement enfouies ou brûlées. C'était faire une action importante en sachant que le plongeur est quelqu'un de responsable qui fait attention à la planète. Et d'ailleurs, le salon permet aussi à chaque personne qui rentre de déposer son ancienne combinaison pour qu'elle soit recyclée. Donc c'est un rôle important et qui n'est pas fait dans d'autres parties du monde. Un salon où on peut récupérer des combinaisons, voir qu'elles sont transformées. Enfin, c'est vraiment un rôle vert dans un monde bleu et on est fiers de participer à cet événement. Eh bien, bravo à Delphine et Pascal qui mettent du vert dans un monde tout bleu. Pour en savoir plus, le site internet c'est captain-neo.com. Merci Thibaut et à la semaine prochaine. Alors, nous revenons maintenant dans les studios de Sud Radio avec nos deux invités, Franck Nikolaev, président fondateur du cabinet de conseil et coaching Une Raison d'être, et Alexandre André, fondateur de l'agence de communication Message Clé. Franck, vous travaillez aussi sur les problématiques humaines et des entreprises. En quoi Une Raison d'être peut-elle aider à réduire le turnover ou améliorer le bien-être au travail? Alors, souvent, on constate que tous les symptômes comme le turnover, l'absentéisme, les démissions pendant les périodes d'essai sont des phénomènes qui apparaissent, mais on ne peut pas voir directement les causes qui sont sous-jacentes. Le fait de travailler avec des collaborateurs sur l'alignement stratégique de l'entreprise, l'alignement stratégique durable et responsable si possible, ça va permettre de mettre à jour ces causes sous-jacentes en libérant la parole avec un tiers extérieur. Alors vous parliez des collaborateurs, justement, sont-ils vraiment enclins à travailler sur la raison d'être de l'entreprise lorsque ça ne se passe pas bien d'un point de vue humain, par exemple? Justement, le fait de faire intervenir un tiers, déjà, ça permet de mettre les personnes dans d'autres conditions. Et puis, c'est l'occasion pour eux, souvent, de pouvoir exprimer justement ce qui ne va pas en travaillant sur un aspect positif qui est la raison d'être. Donc, on est sur qu'est-ce qui va bien, qu'est l'entreprise. Et forcément, ça permet aux personnes de s'exprimer plus facilement en disant à la fois ça fonctionne très bien, mais par contre, il peut y avoir ce type de problèmes qui ne sont pas dits forcément tous les jours par rapport à leur hiérarchie notamment. Mais est-ce qu'il y a une clé du succès de ce travail d'introspection ? Alors, la clé pour moi, c'est de faire en sorte de constituer des ateliers avec des personnes, avec des profils variés, des métiers différents et des niveaux hiérarchiques différents. Sinon, on a des personnes qui se ressemblent trop et qui pensent à la même chose. Et là, ça va permettre d'engager les échanges, de libérer la parole, de faire du dialogue véritablement, tout en construisant une vision commune à travers le travail sur la raison d'être.
Alexandre, dans quelle mesure la communication autour de la raison d'être peut-elle contribuer à fédérer les collaborateurs de l'entreprise ? Alors la raison d'être apporte aux collaborateurs, je dirais, un sentiment de cohérence et de sens dans ce qu'ils font, et donc de ce fait comprendre l'impact de leur travail, non pas uniquement sur les résultats économiques de l'entreprise, mais plus au-delà sur la société au sens large et même sur le monde, c'est effectivement un facteur, ça apporte du sens, c'est un facteur de motivation supplémentaire et je dirais même de cohésion d'équipe au sein de l'entreprise. Et la raison d'être a-t-elle réellement un impact en termes de recrutement ? Alors oui, bien sûr, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, lorsque un collaborateur souhaite rejoindre une entreprise, les aspects de valeur sont extrêmement importants, et donc notamment auprès de la jeune génération qu'on appelle parfois un peu paresseusement la Gen Z. Ce sont des personnes pour qui il est très important que les valeurs de l'entreprise, les valeurs qu'ils projettent, soient alignées avec leurs propres valeurs. Et donc c'est effectivement un facteur d'attractivité très important. Et pensez-vous que la raison d'être deviendra un standard pour toutes les entreprises à l'avenir ? Alors, je l'espère, mais oui, je le pense, puisque beaucoup d'entreprises, comme je le disais en introduction, font en réalité ce travail, ne serait-ce quand elles souhaitent communiquer un petit peu plus largement que simplement les produits qu'elles vendent et les services qu'elles vendent, qui sont très importants, mais quand elles cherchent à aller un peu au-delà et à communiquer sur leurs valeurs, finalement, c'est déjà ce travail-là qu'elles font. Donc, avoir cet instrument qui est la raison d'être, qui permet de graver ça dans le marbre, c'est vraiment un facteur, je pense, à la fois de cohérence, transparence et comme je le disais, qui invite à la confiance de la part des différents publics. Mais que peuvent-elles faire dans ces cas-là, les entreprises en question ? Est-ce que vous pouvez préciser votre question Dans le cadre d'un standard, en fait, toutes les pour les entreprises à l'avenir, quel est leur rôle réellement et que peuvent-elles faire dans le cas de ce standard ? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à développer ou pas du tout ? Alors je dirais non, la recommandation fondamentale, c'est vraiment l'honnêteté, l'authenticité et la transparence. On a déjà parlé tout à l'heure de l'écueil qui existe effectivement à se doter d'une raison d'être qui n'a pas de sens. Il faut vraiment que ce soit motivé par une véritable volonté de véhiculer des messages, de prendre des engagements. Et quand c'est le cas, à partir de là, finalement, c'est, comme l'expliquait Franck tout à l'heure, prendre le temps de vraiment bien concevoir cette raison d'être, de bien l'exprimer, de la partager largement en interne pour susciter l'adhésion des équipes. Est-ce que le levier fiscal ne pourrait pas jouer d'un point de vue incitatif, selon vous ? Alors ça, je pense que c'est davantage une question pour Franck. Je m'adresse à Franck, du coup. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, pour ce qui concerne les sociétés à mission, c'est vrai que c'est fait partie des modèles d'entreprise à impact. On en a d'autres. On a juste, par exemple, les entreprises solidaires à utilité sociale. On a des entreprises qui confient leur capital à des fonds de dotation. Donc, il y a des régimes fiscaux qui sont associés. Les sociétés à mission, pour l'instant, n'en bénéficient pas. Je pense que ça pourrait être une bonne chose à condition que ça se fasse au bout d'un certain nombre d'années, quand il y a eu, par exemple, au moins 2 rapports de l'organisme tiers indépendant qui vient vérifier que les objectifs ont bien été atteints. Et vous, Alexandre, comment imaginez-vous l'avenir et notamment dans les prochaines années l'évolution des stratégies de communication autour de l'innovation sociale et environnementale ? Alors je dirais 2 mots, pédagogie et ouverture. Je pense que les entreprises vont être de plus en plus amenées à diversifier leurs moyens de communication, leurs canaux, en développant des outils de plus en plus interactifs, pédagogiques. Aujourd'hui, avec les moyens numériques dont on dispose, c'est quelque chose que l'on peut faire de plus en plus facilement. Et puis ouverture, puisque on le voit, les entreprises aujourd'hui commencent à communiquer non plus seules dans leur coin, mais bien en communiquant avec l'ensemble de leurs parties prenantes et puis aussi en prenant la parole en qualité de filière, des communications de filière sur ces enjeux-là. Et c'est très important et c'est comme ça qu'on fera progresser les choses, c'est sûr. Alors pour reboucler avec la question initiale, je dirais que la raison d'être est avant tout un levier d'innovation sociale et environnementale, mais aussi un formidable thème de communication qui permet donc de contribuer au bien commun. Merci à tous les deux, Franck Nikolaïev, président fondateur du cabinet de conseil et coaching Une Raison d'être, et Alexandre André, fondateur de
l'agence de communication Message Clé. À dimanche prochain à la même heure sur Sud Radio. Ciao. Akena, expert en carport et pergola solaire pour des économies et un avenir durable. Et Picoty Solaire pour que l'avenir s'éclaire avec des choix durables. Vous ont présenté Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien.